Alors tout d'abord, merci à tous d'être venus si nombreux. Donc là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Je vais vous présenter l'algorithme décisionnel que l'on propose pour la situation classique du patient qui a un psoriasis en plaques, sans comorbidité ni situation particulière. Et ensuite, je vais vous montrer des outils d'aide à la prescription que l'on a voulu pratiques, comme des fiches médicaments et des tableaux qui reprennent le bilan préthérapeutique et la surveillance que l'on propose pour chaque molécule. Et ensuite, je vais vous montrer comment on a décliné nos recommandations en fonction des comorbidités, des situations particulières. Malheureusement, on n'aura pas tout le temps de les voir en détail, donc je vous propose à la fin 4 cas cliniques pour illustrer la manière dont l'on peut se servir de manière pratique et dans notre pratique quotidienne à tous de ces algorithmes et arbres décisionnels. Alors, pour ce qui est du patient qui a un psoriasis en plaques, sans comorbidité ni situation particulière, nous proposons un algorithme décisionnel en 2 parties. La première partie pour les traitements de première ligne et la deuxième partie pour les traitements de deuxième ligne. Vous voyez qu'en première ligne, on a positionné 4 thérapeutiques, le méthotrexate, la photothérapie, la cyclosporine et la citrétine. Dans ces traitements de première ligne, on propose de positionner au premier plan le méthotrexate et la photothérapie, sans hiérarchie entre les deux, mais à l'appréciation du médecin et du malade. Je pense notamment à l'accès aux cabines et à l'acceptation par le patient des contraintes de la photothérapie. Alors pourquoi le méthotrexate? C'est une molécule pour laquelle nous avons 60 ans de recul sur la balance bénéfice-risque. C'est un médicament qui est facile à prescrire, que tous les dermatologues peuvent prescrire et qui est peu onéreux. Pour ce qui est de la photothérapie, les données d'efficacité de méta-analyse qui portent sur des essais contrôlés sont bonnes, avec des PASI 75 par exemple pour la photothérapie à UVB à 70%, pour la PUVA à 80%. Et on a décidé de proposer en première intention la photothérapie à UVB en raison de sa meilleure tolérance et de son moindre risque de carcinogénèse cutanée par rapport à la puvathérapie. En revanche, on proposera plutôt la puvathérapie pour les patients qui ont des plaques larges et épaisses, en association ou pas avec la citrétine. Si un contrôle rapide de la maladie est nécessaire, on propose la prescription de la cyclosporine en raison de son délai rapide d'action et de son efficacité à court terme. Et enfin, vous voyez, la place de la citrétine est un peu à part. Nous avons décidé de la positionner en cas de contre-indication aux autres traitements de première ligne. Pourquoi? Les données d'efficacité de la citrétine reposent déjà sur peu d'études, sur des études qui ont une méthodologie variable, et les taux de réponse sont en deçà de ce qu'on peut avoir avec les autres traitements de première ligne. Dans quel cas est-ce qu'on peut passer à un traitement de seconde ligne? On s'est positionné sur la chose suivante, l'échec ou la contre-indication de 2 traitements parmi le méthotrexate, la cyclosporine et la photothérapie. Parmi ces traitements de première ligne, nous avons décidé de prioriser l'adalimumab ou l'ustekinumab sans hiérarchie entre les deux, pour un faisceau d'arguments qui est le suivant. D'abord, le recul que l'on a sur la tolérance de ces traitements, leurs données d'efficacité, leur coût, leur régime d'administration et enfin leur drug survival, c'est-à-dire la persistance de la prescription du médicament chez un même patient. En cas d'échec, on propose de changer l'un pour l'autre ou d'avoir recours à un autre anti-TNF ou, sur le même plan, d'avoir recours aux anti-IL-17. Pour l'après-milase, on a eu un peu de mal à se positionner entre le placer avant ou après les biothérapies, pour la raison suivante, c'est que les données d'efficacité de l'après-milase reposent sur peu d'études, que leur efficacité semble en deçà de ce qu'on peut obtenir avec des traitements de deuxième ligne, et surtout que l'on manque de recul par rapport à sa tolérance sur le long terme. C'est un médicament qui nécessite encore d'autres études pour que l'on puisse mieux positionner sa place. Nous avons donc décidé de le placer en cas de contre-indication aux biothérapies, mais encore une fois, on a peu de données sur sa prescription en cas, par exemple, de cancer, d'infection chronique, de pathologie déminimisante qui pourraient être des contre-indications aux anti-TNF. Donc là, je vous ai présenté les algorithmes de choix de traitement, et une fois que le choix est fait,
nous vous proposons des fiches médicaments qui tiennent sur un format A4, donc qui seront facilement imprimables et qui peuvent servir de mémo lorsque vous avez le patient en face. Chaque fiche suit le même déroulé. On commence par le schéma thérapeutique. Donc on vous rappelle le schéma thérapeutique recommandé que l'on a actualisé avec les données récentes de la littérature. Par exemple, pour le méthotrexate, on rappelle que les doses d'initiation dans les études et dans la pratique quotidienne vont de 7,5 à 15 mg par semaine par voie orale ou sous-cutanée. Mais récemment, l'étude METOP de Warren et collaborateurs ont montré un bon profil de tolérance et d'efficacité avec une dose d'initiation plus haute à 17,5 par semaine par voie sous-cutanée avec la possibilité d'une escalade de dose après 8 semaines si le patient n'a pas atteint un PASI 50. On rappelle également que la dose test n'est pas obligatoire avec le méthotrexate, que la voie sous-cutanée permettrait de diminuer les effets indésirables gastro-intestinaux, mais qu'elle n'a pas, en tout cas dans le psoriasis cutané, montré sa supériorité en termes d'efficacité par rapport à la voie orale. On rappelle également que la supplémentation en acide folique est recommandée à la dose de 5 mg par semaine 24 heures après l'administration du méthotrexate. Et enfin, qu'il n'y a pas de données robustes dans la littérature pour définir une dose cumulative à partir de laquelle il faudrait arrêter le méthotrexate, si tant est que le patient a une surveillance adéquate. Voilà, donc pour chaque traitement, on a actualisé un peu les schémas thérapeutiques. Dans les actualisations, je pense aussi par exemple à l'adalimumab, où on a indiqué la possibilité d'augmenter la dose à 40 mg par semaine si, en cas d'insuffisance thérapeutique au bout de la 16e semaine de manière transitoire. Nous rappelons également la demi-vie des médicaments, les données d'efficacité avec le délai d'action et aussi le délai avec lequel il faut évaluer le médicament, par exemple avec le méthotrexate entre la 12e et la 16e semaine, les options, les combinaisons thérapeutiques possibles avec le niveau de preuve, les principaux effets indésirables, les principales contre-indications. On rappelle également des précautions de prescription, par exemple avec le méthotrexate, bien rappeler aux patients que la prise est hebdomadaire et pas quotidienne, que la contraception est à la fois utile et nécessaire chez la femme et l'homme, etc. Pour les vaccinations, quelles sont les vaccinations à proposer aux patients avant le début du traitement et quelles sont les vaccinations qui sont contre-indiquées au cours du traitement? Que faire en cas de chirurgie et en cas d'arrêt, avec quel délai il faut arrêter? Et enfin, le coût. Voilà. Malheureusement, le forum ne dure qu'1 heure et demie, donc je ne pourrai pas vous montrer toutes les fiches, mais bien entendu, si vous avez des questions spécifiques à chaque molécule, on y répondra avec grand plaisir. En plus de ces fiches médicaments, on propose des tableaux qui reprennent le bilan préthérapeutique et la surveillance que l'on propose à la fois sur le plan clinique et paraclinique pour chaque molécule. Donc là, je vous prends l'exemple du tableau de surveillance clinique pour les traitements de première ligne. Donc la première ligne concerne l'information à donner aux patients avant le début du traitement. Par exemple, si on prend la photothérapie, bien rappeler le risque de cancer cutané, la nécessité d'une photoprotection entre les séances de photothérapie, la nécessité de porter les lunettes, la photoprotection des zones exposées, la protection des zones génitales, etc. durant les séances. Pour la cytrétine, on a insisté également sur le risque tératogène et la nécessité d'une contraception qui va jusqu'à 3 ans après l'arrêt du traitement et non plus 2 ans. Le fait que le don de sang est interdit durant le traitement par la cytrétine. Voilà, donc tout ça, c'est des choses que vous savez, mais c'est des tableaux pratiques que vous pourrez imprimer ou visualiser rapidement sur un écran d'ordinateur et qui peuvent servir de mémo lorsque vous aurez le patient en face de vous. La ligne suivante concerne l'examen clinique à faire avant le début du traitement. Donc bien entendu, toujours évaluer la sévérité de la maladie, rechercher une atteinte articulaire, et puis ensuite on a décliné molécule par molécule. Par exemple pour la cyclosporine, bien penser à demander les antécédents d'hypertension artérielle, de cancer, d'infection, rechercher des infections, à nouveau des cancers, bien s'assurer que le patient suit les recommandations du dépistage de masse qui sont recommandées et en vigueur dans le pays, etc. Et enfin, la dernière ligne concerne l'examen clinique à faire durant le traitement. Donc encore une fois, bien évaluer la sévérité de la maladie, rechercher toujours l'apparition d'une atteinte articulaire et la sévérité de l'atteinte articulaire si elle existe. Et enfin,
toujours penser à évaluer la satisfaction du patient. Et par exemple, si on prend l'exemple du méthotrexate, rechercher des effets indésirables à type de fatigue, d'événements gastro-intestinaux, d'ulcération muqueuse et cutanée, de signes de cirrhose, d'une toux persistante, des signes d'insuffisance respiratoire, etc. Bien entendu, on a fait le même tableau pour les traitements de deuxième ligne. Alors pour les anti-TNF, bien entendu, vous pensez tous au cancer, aux infections cutanées, aux pathologies démyélinisantes, mais on rappelle également des éléments qu'on peut oublier de signaler aux patients, comme la possibilité d'une prise de poids, la nécessité d'une contraception, etc. Pour l'ustekinumab, bien penser à rechercher les facteurs de risque cardiovasculaires. Pour les anti-IL-17, en plus des facteurs de risque cardiovasculaire, rechercher l'antécédent personnel ou familial de maladies inflammatoires chroniques intestinales, d'infections notamment candidosiques, de risque de dépression et le risque suicidaire. Et enfin, pour l'après-Milaste, bien axer sa surveillance sur les diarrhées, la perte de poids, et également le risque de dépression. Il faut également, c'est un médicament pour lequel, encore une fois, on a peu de recul, qui reste un immunomodulateur. Et donc, avec ce médicament, il faut quand même penser à rechercher infection chronique et cancer. Pour ce qui est de la surveillance paraclinique, on a regroupé toutes les molécules sur le même tableau. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail pour chaque molécule, mais peut-être faire un focus sur les choses dont on a moins l'habitude. Par exemple, pour le méthotrexate, pour le dépistage de la survenue d'une fibrose hépatique sous méthotrexate, les données de la littérature montrent que les deux examens les plus sensibles et les plus spécifiques pour ça sont le procollagène 3 et le fibroscanner. Donc, on propose un dosage du procollagène 3 tous les 6 mois à 1 an. Bien entendu, vous le savez tous, le procollagène 3 est pas remboursé en France, donc on propose en alternative d'adresser le patient à un gastro-entérologue pour un fibroscanner tous les ans à tous les 2 ans, enfin en fonction des facteurs de risque de fibrose hépatique. Pour la cyclosporine, rien de nouveau. Pour la citrétine, on rappelle encore une fois la nécessité de faire un test de grossesse tous les mois et jusqu'à 2 mois après l'arrêt du traitement, tout en maintenant une contraception jusqu'à 3 ans après l'arrêt du traitement. Pour les anti-TNF, le bilan standard que vous connaissez tous, sans oublier bien entendu la recherche des hépatites, du VIH et de la tuberculose, idem pour l'ustekinumab et les anti-IL-17. Et enfin, pour l'après-Milaste, vous voyez, à chaque fois qu'il y a une croix, c'est qu'on propose cet examen dans le bilan préthérapeutique. Et vous voyez qu'on a proposé un bilan préthérapeutique pour l'après-Milaste, toujours avec le souci du manque de recul sur les données de tolérance de ce médicament, qui reste encore une fois un immunomodulateur et qui nécessite, à notre avis, un bilan préthérapeutique, notamment pour rechercher des infections et cancers. Pour ce qui est de la prise en charge du psoriasis du patient avec comorbidité ou des formes particulières, on en a identifié 16 pour lesquels nous avons fait une revue exhaustive de la littérature et à chaque fois c'était possible, on a priorisé les traitements en 4 sous-parties. D'abord, les médicaments que l'on va préférer sont les médicaments pour lesquels il y a de bons niveaux de preuves dans la littérature concernant leur efficacité en lien avec la comorbidité ou la situation particulière, ou qu'il n'y a pas de données inquiétantes de tolérance publiées. Les médicaments que l'on considère, ce sont les médicaments pour lesquels les données d'efficacité sont moins bonnes ou pour lesquels il existe des données inquiétantes en termes de tolérance qui nécessitent une attention en tout cas particulière. Et enfin, les médicaments à éviter pour lesquels soit il n'y a pas d'efficacité dans cette indication, soit des données de tolérance qui sont particulièrement inquiétantes. Enfin, les médicaments que l'on contre-indique. Et pour certaines molécules, bien entendu, il n'y avait pas assez de données dans la littérature pour pouvoir se prononcer. On rappellera également à chaque fois le fait que la décision est toujours à prendre en collaboration étroite avec le spécialiste d'organes concernés qui doit être inclus dans la prise en charge du patient. Alors, les tableaux de prise en charge du patient avec comorbidité se présentent sous la forme de 2 colonnes. Une première colonne avec les traitements de première ligne et une deuxième colonne avec les traitements de deuxième ligne. Et chaque ligne de ce tableau correspond à une comorbidité ou une situation particulière identifiée.
Alors, on va prendre l'exemple du risque d'événements cardiovasculaires. Pour les traitements de première ligne, on préfère le méthotrexate. C'est un grade B parce qu'il existe dans la littérature des données rétrospectives sur un potentiel rôle cardioprotecteur du méthotrexate. On considère la photothérapie parce qu'elle ne présente pas d'avantage par rapport au méthotrexate avec cette comorbidité ou la citrétine. Vous savez que la citrétine, c'est à risque d'hypertriglycéridémie, mais les données qui sont publiées sur le risque cardiovasculaire de la citrétine sont toutefois rassurantes. Et enfin, on va éviter la cyclosporine, notamment en raison de son lien avec l'hypertension artérielle. Pour les traitements de deuxième intention, on va préférer les anti-TNF. Pourquoi? Encore une fois, un faisceau d'arguments. Ce sont des médicaments pour lesquels on a un bon recul sur la tolérance et le risque d'événements cardiovasculaires. On s'est appuyé également sur une méta-analyse qui incluait 38 essais contrôlés, ce qui représentait 18 000 patients, avec cela dit quelques biais méthodologiques, mais auxquels se sont rajoutés des études de cohorte et de vraie vie qui nous font dire que les anti-TNF ne représentent pas un surrisque d'événements cardiovasculaires chez les patients atteints de psoriasis. Pour l'ustekinumab, les données de la méta-analyse dont je vous ai parlé sont également rassurantes, mais l'ustekinumab a encore une place assez controversée, notamment parce qu'il existe peut-être un effet classe avec les anti-IL-12, IL-23. Vous savez tout ce qui s'est passé pour le briakinumab. Il y a également des données, il y a une méta-analyse qui montre un léger surrisque et des données fondamentales où il existerait peut-être une augmentation du risque pendant les 12 premières semaines. Et enfin, pour les anti-IL-17, on manque de recul concernant le risque cardiovasculaire, donc on a décidé de le mettre à ce niveau-là. Et enfin, pour la Premilast, il n'y a pas assez de données pour pouvoir se prononcer. Chez le patient qui a un VIH, donc toujours penser à optimiser le traitement antirétroviral en collaboration étroite avec l'infectiologue. On va préférer la photothérapie. Et enfin, les données de tolérance publiées dans la littérature nous font considérer dans l'ordre de la citrétine ou le méthotrexate et en dernière intention la cyclosporine. Enfin, pour les biothérapies, les données qui ont été publiées nous permettent de mettre au premier plan l'étanercept dans sa prescription chez le patient qui a un VIH, notamment en raison de son supposé moindre risque infectieux. En tout cas, les anti-TNF ont une place chez le patient qui a un VIH, surtout chez ceux qui ont un VIH contrôlé avec une charge virale indétectable. Et enfin, il n'y avait pas assez de données publiées pour les anti-IL-17 et la Premilast. Chez les patients qui ont un risque de dépression, on va préférer la photothérapie ou la cyclosporine. En deuxième intention, le méthotrexate. Et enfin, il n'y a pas de données suffisantes publiées avec la citrétine. Et enfin, pour les traitements de deuxième ligne, on va éviter la Premilast et les anti-IL-17 eu égard aux alertes qui ont été émises avec ces médicaments. Voilà, donc je ne vais pas, encore une fois, toutes vous les détailler, ça serait impossible. Donc on va à la fin, comme je vous le disais, faire des cas cliniques pour vous illustrer comment on peut se servir de ces tableaux. Mais sachez qu'on a fait pareil pour l'alcoolisme chronique, les maladies inflammatoires chroniques intestinales, la fibrose hépatique, les hépatites virales, la problématique de la grossesse, de l'allaitement et du désir de grossesse, et enfin les maladies déminisantes, l'insuffisance cardiaque, l'obésité, le diabète et l'insuffisance rénale. En plus des comorbidités, on a essayé d'émettre des recommandations en fonction de la forme clinique de psoriasis. Alors le tableau se présente de la même manière, avec une première colonne pour les traitements de première intention et une deuxième colonne pour les traitements de deuxième intention, et chaque ligne correspond à une forme clinique particulière de psoriasis. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais peut-être juste vous donner les grandes lignes. Pour le psoriasis pustuleux généralisé, les médicaments qui ont montré une meilleure efficacité sont la cyclosporine et la citrétine. Et en deuxième intention, l'infliximab devant des données rétrospectives et notamment, en plus de ça, la rapidité d'action
Pour ce qui est du psoriasis érythrodermique, la molécule de choix nous semble être la cyclosporine. Pour tous les autres traitements de deuxième ligne, les données publiées dans la littérature ne sont pas assez robustes. Et enfin, pour la prise en charge du psoriasis inguéal, c'est le méthotrexate qui a montré une meilleure efficacité. Et enfin, pour les traitements de deuxième intention, on va préférer l'ustekinumab, les anti-TNF ou l'apremilast. Pour ce qui est du psoriasis palmoplantaire non pustuleux et pour le psoriasis du cuir chevelu, il n'y avait pas de données assez spécifiques dans la littérature pour que nous puissions en émettre des recommandations. Donc on recommande dans ce cas-là de les traiter de la même manière que le psoriasis en plaques. Et enfin pour le psoriasis palmoplantaire pustuleux, je vous l'illustrerai tout à l'heure avec un cas clinique. Pour ce qui est du rhumatisme psoriasique, alors je ne vais pas rentrer dans le détail non plus, mais globalement on a modifié et actualisé l'algorithme de Leular, qui est le groupe de rhumatologie européen de la prise en charge des rhumatismes inflammatoires. On y a inclus l'ixekizumab et l'apremilast. Et nouveauté, lors de la nécessité de l'introduction d'une biothérapie, donc c'est la phase 3, en cas d'échec du méthotrexate dans les rhumatismes périphériques ou en cas de rhumatisme axial, on a distingué deux situations en fonction de si la part articulaire prédomine à la part cutanée. Dans ce cas-là, souvent les patients rentrent dans le circuit de soins par la rhumatologie, ou l'inverse, si c'est la part cutanée qui prédomine par rapport à la part articulaire. Si c'est la part articulaire qui prédomine, on va proposer l'adalimumab en première intention. Si c'est la part cutanée, on fera pareil que dans le psoriasis en plaques, c'est-à-dire soit ustekinumab, soit adalimumab, avec bien entendu le recours en cas d'échec de changer l'un pour l'autre ou d'avoir recours aux anti-TNF ou aux anti-L17. Enfin, la place de l'apremilast a encore été une fois difficile à positionner, notamment parce qu'il y a peu de données d'efficacité, que ces données d'efficacité semblent en deçà de ce qu'on peut obtenir avec les biothérapies. Et donc, on propose de l'utiliser en cas de contre-indication aux biothérapies et uniquement dans les formes mineures de la maladie. Alors, je vais vous illustrer donc la manière dont on peut se servir de ces algorithmes par deux cas cliniques. Le premier cas, une patiente de 32 ans qui est enceinte à 28 semaines d'aménorrhée et qui a un psoriasis en plaques sévères en poussée depuis le premier trimestre de grossesse. Voilà, donc je vous laisse apprécier l'étendue de la maladie et imaginer l'impact de la maladie chez cette patiente. Alors, si on se réfère au tableau des comorbidités, on prend la ligne qui s'appelle grossesse et alors qu'est-ce qu'on doit faire avec cette patiente? D'abord, toujours se référer à l'avis du gynécologue et du pédiatre et toujours travailler en collaboration avec ces spécialistes. Si la patiente est naïve de systémique, ce qu'on peut proposer, c'est avant tout de la photothérapie, donc la photothérapie à UVB. Bien entendu, ces cabines sont disponibles et si la patiente en accepte les contraintes. On peut également proposer de la cyclosporine. Donc la cyclosporine, bien entendu, c'est un traitement qu'on peut prescrire chez la femme enceinte, qui n'est pas tératogène, mais il y a des données de surrisque de complications materno-fétales qui ont été publiées, notamment en lien avec la prééclampsie, le retard de croissance intra-utérin, mais ce sont des données qui n'ont jamais été réellement bien évaluées ni quantifiées. Et enfin, bien entendu, il faut éviter toutes les autres thérapeutiques. Si la patiente est en échec de systémique, on peut proposer de débuter ou de maintenir un anti-TNF et dans ce cas-là, on va préférer l'étanercept qui a une demi-vie plus courte, qui a théoriquement moins d'infections materno-fétales et qui passe moins la barrière placentaire par rapport aux anticorps monoclonaux et donc qui pourrait théoriquement être continué jusqu'au 3e trimestre de grossesse. Et enfin, après l'accouchement, que faire pendant l'allaitement? Donc toujours pareil, on peut proposer la photothérapie à UVB ou de la cyclosporine. On peut proposer du méthotrexate en attendant bien sûr 24 heures. Le méthotrexate, c'est un médicament qui a une demi-vie très courte, donc il faut attendre 24 heures entre l'administration du méthotrexate et l'allaitement. Et enfin, éviter la puvathérapie et la citrétine. Pour les traitements de deuxième ligne, on peut commencer ou maintenir un anti-TNF s'il n'y a pas d'alternative. Pourquoi? Parce que le passage dans le lait est faible. En revanche, il n'y a pas assez de données pour l'ustekinumab, les anti-L17 et l'apremilast qu'on a décidé d'éviter dans ce contexte.
Rapidement, un deuxième cas, le cas d'une patiente de 51 ans qui a un antécédent de cancer de vessie en rémission depuis 2 ans et qui a un psoriasis pustuleux palmoplantaire qui résiste aux traitements locaux. Alors, qu'est-ce que nous dit l'algorithme de traitement pour le psoriasis pustuleux palmoplantaire? C'est dans le cas du patient naïf de systémique de préférer la cyclosporine, mais si on se réfère au tableau sur le cancer, la cyclosporine est contre-indiquée, enfin en tout cas est à éviter dans ce contexte. En revanche, on peut prescrire en cas de cancer du méthotrexate, de la photothérapie ou de la citrétine parce que toutes les données publiées sont rassurantes. Et donc, chez cette patiente, on va proposer la ligne de deuxième intention, c'est-à-dire la pulvathérapie locale ou de la citrétine ou les deux en combinaison. Pour les traitements de deuxième ligne, le psoriasis pustuleux palmoplantaire, des données rétrospectives sont publiées sur une bonne efficacité de l'étanercept et de l'ustekinumab. En revanche, pour ce qui est du cancer, bien entendu, toujours se référer à l'avis de l'oncologue, à l'avis de la RCP. Chaque décision doit être prise au cas par cas, mais dans le cas du cancer, on peut considérer prescrire l'ustekinumab ou les anti-TNF parce que les données actuellement sont rassurantes sur le risque de cancer solide et le risque de lymphome sous ces biothérapies, également concernant le risque de récurrence et de récidive des cancers sous biothérapie. En revanche, il n'y a pas assez de données pour la prémilaste et les anti-IL-17. Voilà, je laisse la parole à Axel pour les deux derniers cas. Alors, on va continuer avec Mademoiselle C, 24 ans, spondyloarthrite ankylosante, HLA-B27 positif, et une notion dans les antécédents vaguement de pancolite, mais attribuée à des AINS. Pas d'autres antécédents personnels. Un antécédent familial avec une maladie de Crohn chez son père. Donc en novembre 2014, elle est mise pour sa spondyloarthrite sous adalimumab. En février 2015, elle développe une éruption eczématiforme, on va dire eczématiforme psoriasiforme. Puis ça se résout progressivement. Et en octobre 2016, on arrête son traitement pour une chirurgie. Et en janvier 2017, devant une nouvelle éruption, une nouvelle consultation en dermatologie. Donc elle a une éruption érythématose-squameuse sévère avec un psoriasis du scalp alopécian. Donc psoriasis paradoxale sévère, alopécian lié à l'adalimumab. On propose de ne pas reprendre l'adalimumab. Elle fait une récidive de sa spondyloarthrite en février et elle est mise sous secukinumab pour traiter à la fois la spondyloarthrite et son psoriasis paradoxal. 5 injections de secukinumab plus tard, elle se présente aux urgences avec une perte de 8 kg en 4 semaines, l'éruption cutanée que vous voyez et que vous identifiez comme un érythème noueux en poussée et des diarrhées glérosanglantes. Donc bien sûr, on fait le diagnostic de maladie de Crohn iléocolique non sténosante, non fistulisante, révélée sous anti-interleukine 17. En l'occurrence, on a arrêté le Cosentyx, on a switché pour de l'infliximab et du méthotrexate après une corticothérapie initiale. Les maladies inflammatoires de l'intestin et les anti-interleukine 17, donc ça a été rapporté, ça a été décrit. Sous secukinumab, certes, quand on prend le nombre total de patients, il y a très peu de cas, de nouveaux cas de Miki, seulement 7, et quelques cas d'exacerbation de Miki, 10. Sous ixekizumab, sur 4209 patients, 19 patients avec soit des nouveaux cas, soit des exacerbations de Miki, 15 nouveaux cas, 4 exacerbations, et sous brodalumab, un seul. Mais il ne faut pas oublier que sur ce type de patients, généralement, pour ces études-là, on a des patients qui sont purs, sans antécédents, des psoriasis sans comorbidité, donc forcément ça diminue ce type d'effets secondaires. Et quand on prend au final pour l'ixekizumab seulement, pour les études sur lesquelles on a les données de Miki préexistantes et d'exacerbation, et au final c'est de l'ordre de 25% de cas de décompensation sous anti-IL-17. Donc un patient sur 4 ayant une Miki connue décompense sous anti-interleukine 17. Dans un contexte de Miki, de patient à risque ou Miki établi, là chez notre patiente c'était surtout son antécédent familial qui devait nous alerter. Il faut éviter les anti-IL-17.
Et ce d'autant plus qu'il n'y a pas d'efficacité sur la maladie de Crohn des anti-interleukine 17. Il y a eu un arrêt prématuré des études brodalumab et sécukinumab dans cette indication. Et donc ici, vous avez sur cette comorbidité les recommandations que nous avons faites. En première ligne, préférez le méthotrexate. Considérez sinon la cyclosporine ou la photothérapie pour traiter son psoriasis. Nous n'avions pas de données suffisantes pour la citrétine. Et en deuxième ligne de systémique, préférez bien sûr l'adalimumab, l'infliximab ou l'ustekinumab, parce qu'il va y avoir un traitement en même temps de la Miki et de son psoriasis. Évitez les anti-interleukine 17, et nous n'avions pas de données suffisantes pour la prémilaste, mais pas de signal négatif non plus. Un dernier cas. Monsieur P, 45 ans, donc avec obésité, un IMC supérieur à 36, un poids à 130 kg, pas d'autres comorbidités, pas d'antécédents familiaux notables, un psoriasis en plaques évolutives depuis 10 ans avec aggravation depuis plusieurs mois, un PASI sévère à 15, un DLQI altéré à 25/30, la photothérapie est inefficace, méthotrexate inefficace. Donc si on se réfère toujours au tableau des comorbidités, alors chez ce patient c'était inefficace, mais en première ligne toujours pensez à l'intervention diététique, encourager la perte de poids. Il y a maintenant de très nombreuses données dans la littérature qui montrent que même quand on est sous traitement systémique, d'autant plus, même 1 kg perdu peut augmenter l'efficacité de façon drastique du traitement systémique et notamment des biothérapies. Donc toujours l'encourager en plus du traitement. Si possible avec une intervention active, puisqu'il y a des études qui ont montré qu'une intervention active était plus efficace pour perdre du poids, bien sûr. En première ligne, ce qui avait été fait pour ce patient, préférer la photothérapie avec une augmentation graduelle des doses, ou le méthotrexate avec une surveillance rapprochée de la fonction hépatique, surtout si le patient est atteint d'une stéatose. On peut considérer la cyclosporine, mais avec une posologie sur le poids idéal, ou la citrétine. En deuxième ligne de systémique, en deuxième ligne de systémique, préférez l'ustekinumab, notamment parce que la posologie est adaptée au poids. Et en cas d'échec, nous préconisons plutôt de passer à l'ixekizumab, notamment du fait d'une étude récente qui a évalué l'efficacité de la molécule sur 3 groupes de patients, des patients inférieurs à 80 kg, des patients compris entre 80 et 100 kg et des patients supérieurs à 100 kg, et qui montrait qu'il n'y avait pas de perte d'efficacité, pas de différence d'efficacité de la molécule entre ces 3 groupes de patients. Au total, donc, toujours encourager la perte de poids. En première intention, des précautions avec le méthotrexate. Toujours penser syndrome métabolique stéatose hépatique. Précaution avec la cyclosporine et avec la posologie, en fonction du poids. Deuxième intention, ustekinumab, posologie adaptée au poids. Pas de prise de poids potentielle aussi, contrairement à ce qui a été rapporté avec les anti-TNF-alpha. Et en deuxième ligne de biothérapie, nous préconisons l'ixekizumab en raison de cette étude qui a démontré qu'il n'y avait pas d'efficacité moindre chez le patient obèse. Donc pour conclure, ces recommandations qui vous ont été présentées sont un outil d'aide à la décision. C'est un outil, on l'espère, que vous trouverez pratique. Il sera rapidement, facilement consultable. Manuel va vous montrer ce que ça représente physiquement. On peut assommer quelqu'un dans la rue avec, clairement. Elles seront disponibles sur le site du groupe SO et sur le site de la Société française de dermatologie et rapidement, j'espère, publiées. Et je vous remercie de votre attention. Je crois que vous serez d'accord avec moi quand je vous présentais Axel, Florent et Marie comme de véritables avions de chasse. Ils ont fait, à mon sens, un travail vraiment remarquable en 18 mois. Vraiment, c'est ce document est bien entendu pas le texte court qui sera publié, mais tout l'argumentaire figure dans ce document et c'est un travail absolument incroyable et qui répond vraiment exactement à la feuille de route que nous, groupe de recherche sur le psoriasis, on leur avait confiée.
Alors maintenant, on avait choisi de réserver une part importante à la discussion, notamment par rapport aux relecteurs dermatologues, parce qu'en fait, plusieurs d'entre vous avaient fait des remarques, posé des questions. On ne pouvait pas vous répondre individuellement et on pensait que, par exemple, ce forum pourrait être l'occasion de répondre à vos questions. On pourra bien entendu, à votre demande, revenir sur certaines situations cliniques qui vous ont peut-être été présentées trop rapidement si vous avez des questions. Donc on a maintenant une demi-heure de discussion, en sachant que les personnes qui discutent sont bien entendu ceux qui n'ont pas de lien d'intérêt, c'est-à-dire Axel et Florent. Et de nouveau, je réitère le souhait que les personnes posant les questions s'identifient avant de poser les questions en précisant bien leur mode d'exercice. Donc ce papier est ouvert pour discussion, comme on dit. Hervé, un commentaire? En tant que relecteur déjà? Non, d'abord, c'était pour surenchérir, mais bon, tu l'as déjà fait. Enfin, c'est un travail extraordinaire, considérable. C'est toujours extrêmement difficile d'entrer dans les zones grises, les zones d'incertitude. Vous y êtes entré, et c'est, je pense, la force d'un document de ce type-là. Et vraiment, encore une fois, le groupe de travail, y compris toi, Manuel, et puis Bernard, qui n'est pas là, est vraiment à féliciter au plus haut niveau. Et c'est d'autant plus vrai que pour avoir participé aux guidelines européennes, je peux vous dire, enfin, le process là que vous avez mis en avant n'a rien à envier. Au contraire, la méthode ADAPT, c'est pas simplement adapté comme ça. Moi, j'avais des questions curieuses. Ça peut paraître curieux, mais j'ai des questions à la relecture de votre présentation. Je trouve qu'elle était très visible, lisible, et là aussi, c'était très clair. J'ai une première question sur les objectifs thérapeutiques. On voit bien que vous avez tenu compte du déplacement des objectifs thérapeutiques selon le clinicien. Je suis un peu plus dubitatif sur le fait que vous ayez réimporté la proposition de Morovietz de la valeur résiduelle du DLQI en valeur absolue. Parce que autant la chute de 5 points en valeur absolue du DLQI a été, j'ose pas dire validée, mais disons soutenue par un certain nombre d'études sur la santé globale des patients, autant avoir un DLQI résiduel de 5, si on prend 2 segments d'activité du patient, enfin